Bonjour et bienvenue d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous savez, les sujets qu'on traite, c'est toujours des sujets qui nous ont été suivis de recommandations de nos membres. Et ce matin, comment agir et innover dans la vente en temps de crise, je peux vous dire que ça devait sûrement être un sujet qui nous a été demandé par plusieurs personnes parce que la salle est pleine. Alors, merci d'être avec nous. C'est sûr que considérant le contexte actuel, des fois, ça peut sembler un peu contradictoire, même bizarre, là, tu sais, d'avoir un sujet comme ça, mais je pense que c'est important de voir comment on peut amortir pendant un déclin, qu'on peut appeler un déclin drastique là, dans nos ventes pour beaucoup d'entre nous, et voir comment potentiellement on peut rebondir et repartir vers une gestion de vente qui est plus normale. Encore là, je mets normal entre guillemets parce qu'on dirait qu'il n'y a plus rien qui est normal. Alors, l'enjeu principal de la prochaine heure, c'est comme ça qu'on va le passer avec nos collègues d'Innocence qui vont nous présenter des stratégies à adopter, qu'on soit travailleur autonome, qu'on ait une très, très petite entreprise, une petite, une moyenne ou une grande. Alors, leur stratégie va s'appliquer à tous et à toutes. Alors, avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement dans les commentaires avec le bouton converser dans l'application de Zoom et on aura une période de questions un petit peu à mi-chemin. Alors, n'hésitez pas, je sais que c'est un sujet qui va susciter énormément de questions. Alors, Francis va se faire un plaisir de vous répondre au moment opportun. Alors, assez parlé. Maintenant, je voudrais on va passer à l'action et on va commencer par Anouk Bissonnette, qui est la directrice générale d'Innocente. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole pour que tu nous présentes notre invité d'honneur. Super, merci. Merci beaucoup, Ruth. C'est un grand plaisir d'être avec vous tous et toutes ce matin. Avant de débuter, peut-être quelques mots rapides sur Innocente. Donc, Innocente, en fait, c'est le plus grand accélérateur conseil au Canada. On est dédié au soutien des PME partout au Québec. On a finalement une aide qui est très concrète aux entreprises, où finalement, on met à disposition des ressources de haut calibre. Donc, on a plus de 100 experts sur différentes thématiques, finance, RH, vente, opérations et ainsi de suite. L'objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises à passer à la prochaine étape. Et on a aussi un parti pris pour l'entrepreneuriat féminin chez nos centres. On veut absolument s'assurer que nos services soient accessibles aux femmes entrepreneurs. On a d'ailleurs lancé Indice F il y a quelques mois qui s'inscrit exactement dans cet objectif. C'est sûr que dans une période comme celle qu'on vit, le fait de pouvoir compter sur du soutien externe, c'est plus important que jamais. On le répète souvent, en affaires, savoir s'entourer, c'est primordial. Donc, Innocente est vraiment content de collaborer avec le réseau des femmes d'affaires pour vous donner accès le temps de cette discussion à l'expertise de nos conseillers. Donc, je vous le disais, on a la chance de pouvoir compter sur plusieurs conseillers avec une expertise qui est vraiment solide, que ce soit Alain Dumas qui s'occupe de l'initiative Panier Bleu, qui est un conseiller chez Innocente que vous avez reçu il y a quelques semaines, ou Francis Bélim, donc qu'on a avec nous cet avant-midi. Donc, quelques mots sur Francis avant de lui passer la parole. Francis, donc, est conseiller chez Innocente depuis près de 15 ans maintenant. Il accompagne des entreprises en croissance, des startups aussi, dans l'élaboration de leur modèle d'affaires, dans leur stratégie de commercialisation. Francis a une longue expérience en vente, notamment à l'international, puis il a également été entrepreneur dans le secteur des technologies. C'est un vrai passionné d'entrepreneuriat. Ça fait finalement plus de 10 ans qu'il s'investit comme mentor auprès de nombreux entrepreneurs. Donc, Francis, merci beaucoup et je te cède la parole. Merci beaucoup, Anouk. Donc, je vais partager mon écran très rapidement et je vais vous souhaiter à tous la bienvenue. Voilà. Voilà, très bien.
Bon, mais écoutez, moi aussi, je suis très heureux de participer à ce webinaire, mais je vais juste commencer par vous dire qu'on est actuellement face à une situation qui est inédite pour tout le monde. Puis je pense que la forte participation ben, explique le fait que pour beaucoup d'entreprises, la situation actuelle des ventes est relativement difficile. Alors évidemment, tout ce que je vais dire ne s'adresse pas à ceux qui bénéficient de la crise, parce que dans une crise, il y a aussi des entreprises qui ont une forte augmentation des ventes. On est tous actuellement en visioconférence et vous avez vite comprendre qu'une entreprise qui aujourd'hui est dans le domaine de la visioconférence, là, je pense qu'ils sont pas en train de nous écouter parce que leur situation à elle est plutôt en fait une situation extrêmement positive, mais c'est malheureusement pas le cas de peut-être 90% des entreprises. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est vous dire que dans la situation actuelle, moi, je ne vais pas me positionner dans la situation de quelqu'un qui vous conseille parce que moi-même, je n'ai jamais vécu une crise inédite comme ça. Personne d'ailleurs ne peut se permettre de dire l'avoir vécu. Le regard que je vais porter, c'est, je pense, un regard externe au travers de mon expérience d'entrepreneur, mais aussi de nombreuses entreprises que j'accompagnais, que j'accompagne encore actuellement dans la situation de crise. L'idée, c'est de regarder finalement comment on peut éviter de subir la crise et plutôt d'agir ou de réagir commercialement pour être en mesure de, Ruth le disait, peut-être amortir les effets de la crise et se donner une capacité de rebondir. Alors, la première chose qu'on va regarder, si vous voulez bien, c'est il se passe quoi depuis 2 mois, depuis, je pense, l'annonce du confinement? En fait, on est dans un choc émotionnel. Là, je parle à un public de femmes et je pense que vous allez partager ça avec moi. La vente, c'est de l'émotionnel et ce qu'on vit actuellement dans nos entreprises, c'est vraiment ce qu'on appelle un choc émotionnel. Ça a été très brutal. On a appris, je pense, le 13 mars qu'on devait rester confiné. Derrière ce confinement, s'est posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Puisque c'était quelque chose de nouveau et d'inédit. Qu'est-ce qui va se passer pour mes revenus? Est-ce que je vais être capable de les maintenir? Parce que dans les premiers jours, on était dans l'expectative et on s'est très rapidement rendu compte que ben, nos clients nous appelaient parfois pour nous dire, écoutez, je vais repousser un contrat ou je vais peut-être l'annuler. Donc, la difficulté de maintenir ses revenus. Pour ceux d'entre vous qui ont des employés, ben, l'autre question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec mes employés? Parce que l'impact des revenus a un impact forcément sur la structure de l'entreprise et donc sur notre capacité à maintenir nos emplois. Puis plus loin que ça, la quatrième question, c'est mais qu'est-ce qui va se passer demain? Et je pense qu'on se pose encore la question aujourd'hui. Il est légitime de penser que derrière cette période de crise qui va finir par finir, comment va-t-on rebondir tous individuellement, en entreprise et collectivement pour s'en sortir? Alors, je vous ai en fait mis un schéma que j'ai trouvé intéressant. Toute crise, que ce soit en fait une crise personnelle, sociale ou une crise économique comme on la vit, elle a en fait un cycle de 4 phases. Les 4 phases sont en fait la première partie, soyez ma souris, qui est l'impensable, l'impossible, l'acceptation de la crise et puis la phase de création qui va nous permettre de rebondir et de ressortir. Je vous poserai une question là, pendant que je vais évoquer cet élément-là, mais j'aimerais que vous répondiez par le chat qui va être ouvert, à savoir, vous vous sentez où aujourd'hui et dans laquelle de ces 4 phases vous pensez être aujourd'hui? Et on en reparlera à la période de questions. En fait, ce qu'il faut, comprendre, c'est que quand survient la crise, on est donc dans une situation qui est une situation émotionnelle normale, mais le premier impact qu'on va avoir dans la première phase, c'est un état de déni. En fait, on ne va pas voir la crise comme une crise, on va même refuser de la voir, puis on va penser que finalement, le confinement, dans quelques jours, on va en sortir et ça va bien se passer. Cette phase de déni, généralement, elle fait suite à une phase de colère. Donc là, on tombe émotionnellement et dans la colère, ça peut être de dire, bah, finalement, mais pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi aujourd'hui? Donc toutes les questions qu'on peut se poser pour expliquer la crise. L'étape d'après, c'est celle-là qui est la plus dangereuse en général, c'est que on peut succomber à des peurs face à la crise. Puis, si je vous dis ça, moi-même, j'ai vécu ce cycle-là et on pourra parler de la situation et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, petit à petit, ben, émotionnellement, on va atteindre ce qu'on appelle le creux de la vague. Le creux de la vague, c'est quand on pense que tout est impossible et qu'on ne va pas trouver de solution. On est face à un mur, face à une impasse, et ce qui va être important, c'est de ressortir de cette phase-là et de passer dans ce que j'appelle en orange la phase d'acceptation. Cette phase-là, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, bah, finalement, je l'accepte la crise, je la comprends encore mal, mais je suis conscient qu'elle existe et qu'il faut que maintenant je trouve des ressources pour rebondir. Donc, la phase d'acceptation, généralement, elle va amener en fait à une phase de créativité où on va commencer à trouver des idées nouvelles. Et puis derrière, on va mobiliser toutes les ressources personnelles. Et là, on peut faire le parallèle avec l'entreprise, des ressources d'entreprise, pour passer dans une phase de création. Puis on en reparlera commercialement après, pour ressortir de la crise.
Donc, j'aimerais que dans le chat, vous puissiez répondre à savoir est-ce que vous êtes dans la phase d'impensable, est-ce que vous êtes dans l'impossible, dans l'acceptation ou dans la phase de création. Alors, si on regarde commercialement maintenant, ben, vous allez me dire, on parle actuellement beaucoup de courbes et on a un célèbre docteur qui nous parle de courbes quasiment tous les jours, mais on est dans cette réalité-là. Aujourd'hui, on a un cycle des ventes où finalement nos ventes, comme d'ailleurs le cycle de la crise, sont en train de chuter ou ont déjà chuté, et parfois de 40, 50, 60, parfois des entreprises qui me disent « mais moi je n'ai plus de ventes du tout », pensant par exemple à un commerce de détail qui a fermé ses portes pendant la période de confinement. Donc, ce qu'on va faire en stratégie de commercialisation, l'idée, ça va être de savoir, vous voyez ma flèche verte, comment finalement on va essayer d'amortir l'effet de la crise et puis finalement remonter la courbe pour être capable ensuite de rebondir et de retrouver le niveau de revenus stable pour faire vivre l'entreprise. C'est un vrai défi parce qu'actuellement, pour beaucoup, nous sommes encore en déclin. Certaines entreprises ont déjà amorcé cette phase d'amortissement qui est formidable. Et puis, ben, je pense qu'à partir de la reprise qu'on vient de vivre la semaine dernière pour la plupart des entreprises, on va être dans une phase de rétablissement. On va devoir aller chercher le maximum d'énergie, de mobilisation des ressources et des idées commerciales pour augmenter nos revenus et revenir plus tard à une situation. On est dans la période de crise aussi dans un écosystème. Puis quand je dis que l'écosystème est ébranlé, je vais m'expliquer. On pense souvent que dans la crise, on est tout seul, mais finalement, votre entreprise, elle vit dans un écosystème qui est totalement en crise. Vos clients sont en crise, vos partenaires sont en crise, vos fournisseurs sont en crise, les sous-traitants, tout le monde est en crise. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que qu'on sorte d'un isolement pour aller justement parler avec cet écosystème et voir comment on peut faire ensemble, trouver des solutions, trouver des alternatives ou des options, pour ensemble être capable de sortir. Je vais donner un exemple que j'ai vécu récemment avec un groupe d'entrepreneurs qui nous parlait des fournisseurs chinois. Je sais que c'est à la mode actuellement, on parle beaucoup d'achat local, mais il n'en reste pas moins que beaucoup d'entreprises ont encore des fournisseurs chinois. Juste pour vous dire que actuellement, la plupart des entreprises se font solliciter par leurs fournisseurs chinois. Ils vont effectivement leur demander ou leur proposer des solutions. On peut changer nos lignes de production, on peut changer le type de produit qu'on fabrique. Il y en a même qui font des ajustements financiers pour dire n'hésitez pas à passer vos contrats, on vous paiera plus tard. Donc, vous voyez, les Chinois qui sont passés dans la crise avant nous sont déjà en mode action, même en mode réaction, et proposent aux entreprises occidentales des solutions alternatives pour les aider à survivre, parce que si nous, on est en crise et que demain, nos entreprises font faillite, les sous-traitants chinois auront des difficultés aussi. Donc, l'ensemble de l'écosystème local et même planétaire est en train de se mettre en mode solution. Alors, je vous propose 4 leviers en fait pour sortir de la crise et ces leviers-là, c'est au travers de l'expérience que je vis au quotidien avec des entreprises que je les ai mis en place. Le premier, ça ne va pas vous surprendre, il faut agir vite. On voyait dans le cycle émotionnel précédemment que ben, on peut être un peu figé dans la crise et il faut essayer le plus vite possible de sortir de cette phase-là, de revenir dans l'acceptation et de mettre de l'agilité dans ses décisions. Plus, oui, il faut réfléchir soit, mais il faut agir justement pour pouvoir rebondir. Le deuxième volet, être à l'écoute. Être à l'écoute, ça veut dire quoi? Ben, comme je l'évoquais dans l'écosystème, tout bouge énormément et toute l'information qu'on reçoit n'est pas uniquement une information sur la Covid-19. Oui, 90% de l'information traite de la pandémie, mais on va aussi passer beaucoup d'informations pour trouver de nouvelles idées, que ce soit de vos partenaires, de vos concurrents ou d'organismes de développement économique. Ils vont vous permettre à la fois de trouver peut-être des nouvelles idées, mais surtout de penser à de nouvelles opportunités. Parce que, en fait, dans une crise, c'est mon troisième point, il y a beaucoup de risques, mais il y a aussi des opportunités. Et une crise doit être vue comme un générateur d'opportunités potentielles. Alors, ce qui est important, quand on dit voir au-delà de la crise, c'est parce qu'on va trouver des solutions commerciales à court terme, mais finalement, ça va nous obliger aussi à penser au-delà, peut-être à revoir nos processus, revoir nos façons de faire et faire en sorte que les entreprises qui vont passer au travers de cette crise délicate vont rebondir positivement et peut-être améliorer leur façon de commercialiser, leur façon de positionner leur offre de produits, peut-être aussi leur façon de s'organiser à l'interne. Et puis le quatrième point qui est l'écosystème, je vais en parler souvent, mais l'idée, ça va être de pouvoir interagir avec l'ensemble de l'écosystème pour faire en sorte qu'on s'écoute ensemble mutuellement, on travaille ensemble en synergie, et qu'on aille chercher peut-être de nouvelles idées pour rebondir. Alors, ce que j'aimerais avant de passer à la deuxième phase sur des solutions et des stratégies commerciales, c'est peut-être, Ruth, est-ce qu'on peut avoir la réponse sur la question que j'ai posée
concernant la situation dans laquelle se trouvent nos entrepreneurs actuellement dans le cycle d'acceptation de la crise? Donnez-moi une minute, j'attends la réponse qui devrait, il devrait me parvenir bientôt. Mais moi, de ce que je vois, je dirais à l'œil comme ça que il y a 75% des gens qui sont à la phase 3 dans la créativité. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'Andréane va me répondre, mais je vous fais signe dès que j'ai la J'aimerais réponse. ça, j'aimerais ça. Est-ce que Ruth, il y aurait une question aussi que je pourrais prendre à cette étape-là de la présentation? Non, j'ai pas de questions. Les gens répondent énormément à la première question à l'étape où est-ce qu'ils sont. Euh, Ouais, je vais fait- poursuivre, Ruth, puis à ce moment-là, tu pourras me Parfait, couper au moment où on aura la réponse, puis on reviendra sur cette question-là. tout à fait. Alors, si on regarde maintenant l'action commerciale en temps de crise, puis là encore, je vais le redire, il y a pas de stratégie optimale. On est tous en train d'apprendre collectivement à savoir comment faire. Et structurer ça en 6 règles qui vont nous permettre à la fois d'approcher la démarche en 3 phases: réfléchir, agir et rebondir. Bon, en fait, les 6 règles, vous allez voir, elles peuvent paraître simples, mais quand on les met en application, ça va tous nous aider à aller beaucoup plus loin. La première, puis je sais que commercialement, c'est pas toujours évident, mais comme mon image le traduit bien, nos clients sont en crise, mais on hésite parfois à les appeler parce qu'on pense qu'un client en crise ne va pas nous répondre. Moi, ce que je vous recommande, c'est contacter systématiquement vos clients, n'hésitez pas à les appeler. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'un client qui est en crise, il a des enjeux qui ont pu évoluer. Et si ces enjeux évoluent, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que vous avez potentiellement une solution? Est-ce que dans votre offre de service, vous êtes capable de l'accommoder, vous êtes capable de répondre à ses nouveaux besoins et éventuellement pouvoir lui apporter de nouvelles solutions? L'avantage d'appeler ses clients, je dirais commencer par ce que j'appelle vos meilleurs clients, ceux que vous avez fidélisés, c'est parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie. Quand on a une relation de confiance dans une période de crise, on est capable d'aborder des vrais sujets, on est capable de s'ouvrir l'un et l'autre, et on sait très bien que dans la commercialisation, un acte d'achat est un acte de confiance. Les bons clients, ceux que vous connaissez bien, vont s'ouvrir à vous beaucoup plus facilement qu'un client qui est plus récent et pour lequel une relation de confiance est peut-être moins établie. L'autre aspect dans cet échange-là, peut-être qu'en contactant vos clients, vous n'aurez pas tout de suite un nouveau contrat, mais peut-être que vous allez pouvoir identifier une capacité de diminuer en fait la baisse des ventes. Donc ça peut être de dire: bah, écoutez, oui, je comprends qu'on va stopper notre relation commerciale pour l'instant, mais à quel moment puis-je vous rappeler pour la reprendre? Donc on peut très bien aussi amortir dans cette relation avec nos clients la perte des ventes, nous repositionner un petit peu plus tard sur un élan positif avec nos clients. Ça, moi, c'est ce qu'on appelle la fidélisation. Donc, de communication avec notre clientèle, même si nous, on est en crise, commercialement, quand on appelle un client, c'est lui montrer qu'on a de l'intérêt, c'est lui montrer qu'on pense à lui et qu'on est capable de se mettre avec lui ou avec eux en mode solution. Juste pour vous donner un exemple concret d'une entreprise dirigée par une femme d'ailleurs de la région de Québec, qui touche le monde de la formation. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on est tous en télétravail et que beaucoup d'entreprises ont mis en place des dispositifs de formation pour maintenir les compétences de leurs employés, voire les développer pour mieux rebondir. Cette entreprise s'appelle Boomerang. Elle a développé une plateforme qui permet en fait de mettre en relation des offreurs de formation avec des entreprises qui ont des besoins en formation. Et en fait, ils se sont rendus compte en parlant avec leurs clients qu'il y avait un besoin, au-delà de la plateforme, d'avoir des accompagnements spécifiques sur la capacité d'une entreprise à mettre en place un plan de formation, un outil qui était intégré dans leur plateforme. Donc, cette entreprise a fait pivoter son modèle d'affaires pour apporter un accompagnement à la plateforme et pouvoir servir des clients qui en avaient besoin, qui l'avaient mentionné. Si on prend un deuxième cas, donc, on a les prospects. Alors, c'est quoi un prospect? C'est un futur client, on l'espère. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas encore. Ah, je pense que Ruth a ma réponse. Oui, tout à fait. J'attendais qu'on passe d'une diapo à Parfait. l'autre. Alors, effectivement, c'était majoritairement écrasant avec la créativité. Alors, les gens sont vraiment plus dans la phase Donc, on est dans la 3 à phase 4. 72%. Oui, Et je remarquais que dans la phase créativité, ouais, il y en a beaucoup qui mettaient mobilité slash mobilisation, créativité slash mobilisation. Et on en a quand même on a 25% qui sont dans la phase 2, qui sont l'acceptation.
Et très, très peu, une personne seulement était dans la phase la phase 1. Bon, moi, je trouve ça formidable. Puis merci d'avoir répondu massivement à la question parce que le message que j'ai envie de passer, c'est que collectivement, si on se trouve dans ces phases 3 et 4, on va s'en sortir. C'est sûr que tout le monde ne s'en sortira pas avec des chances égales et puis avec des situations qui sont comparables. Mais je pense que je vais en reparler après. On doit s'entraider, on doit trouver des solutions ensemble. Et si aujourd'hui, toutes nos entreprises sont en phase de mobilisation et de créativité, je suis convaincu qu'on va trouver des bonnes solutions. Donc, je vous remercie de la réponse. Et on va faire le lien que la règle numéro 2, appelez vos prospects aussi. Pourquoi? Parce que les prospects vivent aussi d'autres réalités. Leurs défis ont changé pour certains avec la crise. Donc oui, pour l'instant, votre offre ne leur a pas encore permis de signer un contrat et puis de dire: «OK, on embarque», mais peut-être que leur réalité. Je vais vous donner un exemple aussi d'une entreprise qu'on a accompagnée avec InnoCentre, qui est dans le domaine des équipements médicaux. Vous allez vite comprendre, en fait, comment on peut avoir des prospects qui, jusqu'à présent, étaient encore frileux par rapport à un produit, aujourd'hui ont envie d'avoir ce produit le plus rapidement possible. Cette entreprise, en fait, elle fait des outils d'oxygénation automatique. Donc, on appelle ça de l'oxygénothérapie, pardon, qui permet d'oxygéner un patient à l'hôpital. Jusqu'à présent, ce sont les infirmières qui viennent réguler avec une petite valve l'administration d'oxygène. Cet équipement qui a été pensé, qui est très innovateur, permet de le faire de manière automatique. Je fais ça très simple et juste pour vous dire, ça remet en cause beaucoup de choses dans le monde médical et dans certaines méthodologies. Et pour l'instant, l'entreprise, qui est une entreprise innovante, avait des clients qui restaient des prospects qui étaient un peu prudents sur le fait de changer leur protocole. Et donc, oui, il y avait des ventes, mais qui étaient ce qu'elles étaient pour un produit innovant. Qu'est-ce qui a changé avec la crise? Puis vous allez vite le comprendre. L'entreprise s'est dit, dans mon argumentaire, finalement, l'outil d'oxygénothérapie automatique va permettre de limiter les contacts entre le personnel soignant, les infirmières, et les patients atteints, par exemple, de la Covid-19. Puisque c'est donc administré de manière automatique, on va limiter le passage de l'infirmière dans la chambre pour le sujet de l'oxygénothérapie. Et donc, on va créer cette distanciation qui est plus que sociale et qui va permettre à la fois de protéger le patient, parce que parfois, l'infirmière est elle-même, elle peut être symptomatique, mais aussi éviter que les personnels soignants soient trop au contact des personnes malades, parce que elles pourront faire une administration d'oxygène de manière automatique. On voit un cas concret là d'une entreprise qui était en fait dans un cycle de vente où finalement elle était face à des entreprises qui adoptaient l'innovation. Et puis quelque part aujourd'hui, elle est en train d'avoir des commandes par des hôpitaux qui sont plutôt dans une démarche, qui étaient dans une démarche prudente. Aujourd'hui, ont compris qu'un besoin secondaire devenait en temps de pandémie un besoin primaire. Et donc, actuellement, elle fait face à une forte demande de ces produits. Donc, en appelant vos prospects, ce que je voulais vous dire sur cet exemple concret, c'est qu'on peut découvrir de nouveaux besoins, changer son argumentaire de vente parce que la pandémie a changé un certain nombre de choses dans la façon de présenter les produits ou les services. Soyez certains aussi que le prospect aura beaucoup moins d'exigences en situation de crise si votre produit répond à un besoin critique chez lui. Et l'autre impact, c'est que le cycle de vente va être réduit. Donc, parfois des cycles de vente qui peuvent être relativement longs, parfois 1 mois, 2 mois, 6 mois. En période de crise, lorsqu'on répond à un besoin stratégique, le cycle de vente peut être très court. Troisième règle importante, vos concurrents. Parce que bien évidemment, en temps de crise, vos concurrents sont toujours là. Et puis on se rend compte que quelque part, il faut qu'on écoute nos concurrents. Si nous, on veut bouger, nos concurrents bougent. Donc, ce que je recommande souvent, c'est de dire, si la concurrence est active, il faut très vite aller l'observer, il faut regarder ce qu'elle propose. Puis nous, ce qu'on doit faire, en fait, c'est à la fois observer, anticiper, mais surtout avoir une rapidité d'action, puis être capable de positionner plus encore notre différenciation par rapport aux concurrents. Mais ce point-là, j'insiste beaucoup parce que ce que je vous dis là, en fait, normalement, tous vos concurrents devraient le faire. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment je peux faire mieux? Je peux faire mieux en analysant toutes les solutions de mes concurrents, en essayant de trouver quelque chose qui m'est propre, qui va mettre en valeur mon produit, mon service, les compétences de mon entreprise, peut-être mieux me positionner en période de crise que ces concurrents-là. Quatrième point, et je pense que ça, c'est un sujet qui va vraiment intéresser tout le monde, c'est le point du prix. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui dans une situation de crise face à un client ou un prospect qui nous dit: «Peux-tu répondre à tel besoin?» Moi, je pense qu'on doit être là encore adaptatif, c'est-à-dire que oui, si on a une offre de service qui est bien calée ou packagée,
ben, dans une situation nouvelle, on peut avoir à adapter notre offre. Moi, ce que je vous propose, c'est penser surtout à des options, à voir comment votre offre peut être découpée, par exemple, pour mieux répondre à une partie ou toute ou partie des besoins. J'en parlais tout à l'heure pour les fournisseurs chinois, mais n'hésitez pas, vis-à-vis de vos clients aussi, à assouplir vos conditions. Ça peut être, par exemple, et je sais que pour vous, c'est sûrement difficile en termes de trésorerie, mais si vous sentez que vous pouvez avoir un client potentiel et que vous devez ajuster, par exemple, les conditions de paiement, je prends un exemple, mensualiser des paiements plutôt que d'avoir un paiement au contrat et un paiement à la livraison du contrat, ben, ce sera de toute façon bon pour lui, ce sera bon pour vous. Donc, ça va être, à mon avis, pas. Comme je l'ai dit, l'argumentaire de vente d'hier n'est peut-être pas l'argumentaire de vente de demain. Donc, repensez à votre argumentaire de vente quand vous faites de la commercialisation pour l'adapter à la situation actuelle. Pour terminer sur le prix, parce que c'est fondamental, ne pensez pas que baisser son prix en situation de crise va faire vendre. Je pense qu'au contraire, si vous répondez à un besoin, bien, la réponse à un besoin a une valeur prix qui est essentielle. Donc, maintenez vos prix, soyez ferme sur vos prix quand vous pouvez, parce que cette valeur-là, le client est prêt à payer. L'exemple que je cite souvent, c'est mon image à droite. Ici, on est dans un pays, au Canada, vous devez le savoir, où on a 30% des ressources d'eau naturelles au monde, d'eau non salée, pardon. Donc, on a une ressource en eau qui est extrêmement abondante. Donc, l'eau ne vaut pas très cher. Donc, si vous me proposez, Francis, veux-tu boire quelque chose? Je ne suis même pas prêt à payer $1 pour un verre d'eau. Par contre, si je viens de traverser un désert et que je n'ai pas bu pendant une semaine, votre verre d'eau vaut pas mal plus cher que ce qui vaut ici au Québec dans la situation. Donc, pensez toujours que votre prix, c'est un verre d'eau à la sortie du désert. Quand un client est en crise, eh bien, votre prix a une valeur. Ce prix correspond à votre valeur ajoutée. N'ayez pas une stratégie de baisser vos prix. Au contraire, maintenez vos prix, mais assouplissez vos conditions pour adapter votre offre aux demandes de vos clients. Les partenaires. Alors, les partenaires, c'est extrêmement important parce que quand on a déjà des partenaires actuels, mais ça peut être de nouveaux partenaires, moi, je recommande de travailler en synergie. Appelez-les parce que, un, vous allez briser l'isolement, vous allez pouvoir échanger entre vous ce que vous vivez dans votre secteur d'activité, vous allez pouvoir penser ensemble à une nouvelle solution qui est créative. N'oublions pas aussi que quand on est entre partenaires, on a aussi chacun une base de clients. Donc, moi, c'est ce que j'appelle une base élargie de clients, c'est que quand on se met ensemble, on a accès à un potentiel de clients qui est pas mal plus large. Donc, quand on travaille avec des partenaires, l'idée, ça va être de dire, ben, qu'est-ce que tu vis toi? Qu'est-ce que tu vis avec tes clients? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis peut-être qu'on va mettre en place des nouveaux dispositifs qui vont nous permettre de trouver une nouvelle offre qui va être à valeur ajoutée pour nos clients respectifs. Je vais citer un autre exemple parce que je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, là aussi, avec deux clientes d'Innocente. Ce sont des entreprises aussi dirigées par des femmes. Puis je vais citer leur nom parce que je pense que c'est important de voir comment on peut réagir. Ce sont deux entreprises qui sont dans le domaine des accessoires de mode. Donc, on va dire dans une entreprise qui est sac à main personnalisé, Canva, créée et dirigée par deux femmes. Et puis une autre qui s'appelle Naturemania, qui est en fait propriétaire d'une autre femme d'affaires de la région de Québec. Et finalement, ce sont deux entreprises qui vivent comme tout le monde la difficulté de vendre dans une période actuelle. L'idée, c'est que on les a mis en relation de façon à pouvoir réfléchir ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, par exemple, pour mutualiser nos moyens. Je prends un exemple simple. Lorsque l'on fait du marketing web actuellement pour essayer d'amener et d'attirer des clientèles cibles sur nos plateformes de commerce électronique, peut-être que si nos produits sont complémentaires, par exemple un manteau et un sac à main, un exemple simple, quelque part, on va pouvoir mutualiser nos moyens de marketing web pour être capable de valoriser nos deux marques auprès d'influenceurs, par exemple, parce que nos clientèles cibles peuvent être cohérentes. Donc, moi, je vous amène, en période de crise, à penser de plus en plus partenariat. Je sais que ce n'est pas toujours quelque chose qui est développé en entreprise, mais plus que jamais, le partenariat aujourd'hui, le partenariat demain, seront des solutions de synergie pour mutualiser nos forces et être capable de ressortir par le haut. Et je voudrais dire aussi, ce que je trouve important, c'est qu'on parle beaucoup actuellement d'achat local. Comprenez que deux partenaires locaux qui se mettent ensemble, même plusieurs partenaires locaux, vont nous permettre aussi de développer notre économie régionale, notre économie provinciale. Ça peut être aussi des partenaires canadiens. Et on doit s'entraider, je pense, pour être capable de résister à la crise, de ressortir par le haut, parce qu'on va travailler tous ensemble.
beaucoup aimé cette petite phrase, je ne sais pas si vous le savez, c'est un proverbe africain qui dit: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin». Ben, je pense que c'est le moment ou jamais de le mettre en application, puis de penser qu'avec nos partenaires, on pourra aller plus loin. Oui, Ruth? J'ai une question hyper intéressante Oui? qui est presque qui est dans le beat du moment, là. Qu'est-ce qu'on fait quand le produit qu'on vend actuellement, il est offert gratuitement partout? Gratuitement partout et par tous les concurrents. Mhm, C'est ce que je comprends. mhm. Alors ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas une réponse, mais je vais juste réfléchir par rapport à ce qu'on a dit. Je crois d'abord que, si tous les concurrents l'ont offert gratuitement, la première analyse qu'il faut faire, c'est, oui, gratuit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la gratuité? Parce qu'il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde, je pense. Et puis derrière, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des solutions gratuites. Un exemple, une entreprise qui proposerait des abonnements. Ce qu'on voit dans la plupart des stratégies, c'est de dire, écoutez, pendant 3 mois, pendant la période du confinement, on a mis en place des abonnements gratuits. Et ce qu'il faut comprendre derrière la gratuité, c'est que là, il y a une stratégie de fidélisation. Par exemple, si moi, je suis attiré par un système de visioconférence qui est gratuit pendant 2 mois et qu'après, on m'offre une solution premium. Là, c'est certain que dans tous les gens qui l'auront téléchargé gratuitement, il y en a un certain nombre qu'on va convertir en clients payants et qu'on va fidéliser. Donc là, je fais un pari sur le futur parce que c'est un abonnement, mais 2 ou 3 mois gratuits, je vais les retrouver en termes de rentabilité sur des gens qui vont s'abonner. Donc ça, c'est un cas typique où la plupart des entreprises se sont mis au gratuit, mais ne rêvons pas, ça ne va pas durer non plus. Donc, je ne connais pas en fait le secteur d'activité de l'entrepreneur qui a posé la question, mais je crois que si tout le monde est en gratuité, c'est sûr que c'est difficile de résister à proposer aussi pendant un certain temps de gratuité, mais est-ce qu'on sait le secteur d'activité, Laurent? Oui, c'est dans la formation gratuite. Formation, accompagnement, stratégie. Oui, bon, Tu sais, Francis, nous aussi, hein, alors, je voudrais dire, ça peut se comparer parce que nous, on est dans le domaine des activités et de l'adhésion. Et actuellement, je veux dire, on n'a aucune activité qui est payante alors qu'on n'a jamais eu d'activité qui était gratuite avant. Alors, c'est sûr qu'il faut miser sur le futur parce que je vais prendre le cas de l'accompagnement en route parce que si c'est le cas de elle me dit, l'entrepreneur, exemple, oui, elle me dit, elle, la dame qui pose la question, elle me dit, oui, exemple, Vidéotron et les chaînes ouvertes sur TVA donnent le service que moi j'offre gratuitement. ben, en fait, si c'est de l'accompagnement, puis je vais essayer encore de répondre de manière très précise, mais je pense que là encore, dans l'accompagnement, il y a de la valeur ajoutée. On est dans une période de crise et les personnes qui ont une capacité à faire de l'accompagnement d'autres entreprises, s'il y a une valeur ajoutée, il y a encore des entreprises qui vont payer cette valeur ajoutée. Je suis bien placé pour le savoir. Je pense qu'on ne peut pas céder à la toute gratuité. Par contre, ce qu'il peut y avoir en termes de stratégie, ça peut être de dire que la personne qui a un savoir-faire en accompagnement, en coaching, peut très bien dire, ben, écoutez, je vous propose un certain nombre d'heures gratuites, mais derrière, conditionné à un accompagnement qui va être payant. Donc, je vous aide, c'est un peu ce que j'évoquais dans l'adaptation de l'offre. Je permets à mon client de respirer, donc de ne pas aller tirer sur son cash flow. Et quelque part, s'il a besoin de moi, ça ne peut pas être éternel. Donc, par la suite, on va rebondir sur une offre payante. Il y a plein de stratégies. Mais moi, Tantôt, mon on parlait du sentiment, prix, hein, tu sais, du prix oui, qu'on a. Oh, excuse-moi. Non, non, c'est excuse-moi, parce qu'il correct. y a comme un petit délai parfois. Hein, je ne voulais pas couper la parole. Alors, continue, je le poserai après. Non, c'est correct, je vais l'apprendre. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du prix, puis on disait que quand un produit est en demande dans le moment, ben, c'est pas le temps d'être flexible sur le prix. Par contre, d'être flexible sur les conditions. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est le moment d'être flexible sur les conditions? Parce qu'on sait que les gens ne vont pas particulièrement bien. C'est ça. Alors, quand est-ce que je dis oui, parfait, je laisse partir ça, puis je laisse partir Moi, je vais reprendre. avec une entente de crédit étirée, admettons. Ouais, je vais reprendre la règle de départ, surtout avec ce que j'appelle, nous, les bons clients, ceux en qui on a confiance, qu'on a fidélisé. Moi, je pense qu'on dans un climat de confiance, on est capable de discuter très ouvertement de solutions alternatives et donc d'adaptation de l'offre. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être à livre ouvert. Puis je pense que d'ailleurs, un bon vendeur, quelque part, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre le besoin, qui est capable d'écouter ce que vit son client, puis de lui apporter des solutions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue, puis ça dépend vraiment du secteur d'activité, du type d'offre de service ou de produit qu'on peut avoir, mais il y a toujours moyen d'ajuster quelque chose.
Je dis souvent un vendeur intelligent, c'est un vendeur qui n'est pas arrêté sur une offre qui est figée, qui va être capable d'entendre et d'écouter, que ce soit pour le prix, que ce soit sur les conditions, que ce soit sur les modes de livraison. Je pense qu'on est dans un domaine actuellement où plus que jamais, il faut qu'on soit adaptable. Je pense que cette capacité à s'adapter, elle va nous être extrêmement profitable quand on sortira de la crise parce qu'on va penser autrement, on va raisonner autrement, on va apprendre à faire différemment. Puis je pense que ça va être salutaire pour les entreprises qui seront. Mais il n'y a pas de règle unique, Ruth. Ça, c'est. Alors, si on va peut-être juste terminer sur les partenaires, donc n'hésitez pas à vous dire, ben, si j'ai par exemple des moyens, puis je parlais de marketing web parce qu'on parlera peut-être un peu de commerce électronique après, mais si je mutualise mes moyens pour toucher une même cible, par exemple avec 2 produits, je pense que mon impact va être positif et je vais pouvoir prendre cette situation difficile parce que j'ai peut-être moins de budget en marketing pour le travailler avec un partenaire et faire en sorte de continuer à être présent et à promouvoir mon produit auprès d'une clientèle cible intéressante. La règle 6, communiquer. Alors, j'ai mis en haut là mon petit ça va bien aller parce que je pense que c'est important. On a tous envie que ça aille bien demain, c'est une certitude. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à communiquer? Même si aujourd'hui, pour certaines entreprises, on ne peut plus vendre, parce que derrière, ben, mon commerce de détail est fermé. Pour moi, la communication, c'est un moyen de se déconfiner. J'appelle ça déconfiner vos affaires, mais le web le permet très bien. Aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux. On a une capacité à communiquer au travers d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn. On peut faire des infolettres. Ce que je pense important dans la communication, c'est que, on va rester sur la map. Il faut toujours rester connecté avec ses clients, même si pour l'instant, on ne peut rien leur vendre. Le deuxième volet, ben, on va garder le lien parce que lorsque ça va repartir, il faut que nos clients aient encore entendu parler de nous. Et puis, communiquer, ça permet de préparer la reprise parce que on est capable d'informer nos clients. Puis on va parler d'ailleurs de comment informer, mais on est capable de parler de nous, de dire comment on vit la situation, qu'est-ce qu'on met en place. Le sujet que je trouvais le plus intéressant, notamment pour les commerces de détail, c'est d'expliquer comment, à la réouverture, ben, on va prendre en compte les mesures barrières qui sont demandées par la santé publique. Donc ça, c'est important de communiquer avec nos clients parce que lorsqu'ils vont revenir dans nos magasins, ben, ils vont apprécier qu'on les ait informés et qu'ils ne découvrent pas la situation en ouvrant les portes de mon commerce. Donc, la communication est importante. On peut communiquer aussi d'ailleurs sur son secteur d'activité, savoir comment ça se passe, comment vous le vivez, échanger avec les gens et puis être capable de reprendre. Oui, Ruth, il y a une question, je pense. Et je vais partager une couple de commentaires. Il y a Yasmina qui a écrit quelque chose de très intéressant. Elle dit, j'ai appliqué la stratégie de gratuité Speed Business Coaching de 30 minutes uniquement les lundis pendant le mois d'avril. Et elle dit, la plupart des participants ont acheté un forfait de coaching et j'ai augmenté ma clientèle américaine. Grâce à cette stratégie, je n'ai pas eu de creux. Eh ben, et c'est très bien, puis merci d'apporter le commentaire. C'est exactement ça l'adaptation. Il peut y avoir un élément de gratuité, mais derrière, si le service a forte valeur ajoutée, on repasse sur du payant très rapidement. Et je pense que tous les clients, s'ils ont apprécié le coaching, je n'ai pas entendu le prénom de la personne, mais Yasmina. de Yasmina. Donc, si Yasmina a apporté de la valeur ajoutée, c'est le cas, elle a eu des contrats. Et puis, elle a eu des contrats pendant la crise parce que le client a perçu l'intérêt d'aller chercher son expertise dans une situation de crise. Une gratuité de 30 minutes, c'était une stratégie, une captation du client, un peu ce que j'évoquais sur les abonnements. Ben bravo. Et puis, je trouve que toutes les personnes qui font de l'accompagnement, comme Yasmina, devraient s'inspirer de ce type d'adaptation de l'offre de service à une situation très ponctuelle de nos clients. J'en ai une autre aussi parce que Oui. celle qui posait la question tout à l'heure concernant le produit offert gratuitement, là, elle dit, on a parlé de la flexibilité sur les conditions, puis on disait, on peut avoir les conditions avec nos clients qu'on a déjà acquis, en qui on a confiance, mais pour nos prospects, là, on s'entend que c'est quand même important d'avoir déjà établi une relation de confiance avant d'aller dans la flexibilité sur les conditions, non? Alors, tout ça, c'est une négociation, puis c'est un peu, je dirais, un feeling ou une intuition commerciale. C'est sûr que je parlais d'un client, il y a de la confiance établie puisque c'est un client. Le prospect, ben, la confiance n'est peut-être pas encore là parce qu'un prospect n'est pas encore un client. Par contre, moi, j'insiste beaucoup pour dire que vos prospects sont très certainement en crise. Donc, quand je dis l'adaptation, c'est pas forcément d'arriver tout de suite avec une offre adaptée,
mais c'est d'avoir pensé à l'adaptation de l'offre pour que, selon l'échange qu'on a avec le prospect, on puisse peut-être identifier une ouverture, peut-être identifier le fait que si j'adapte mon offre de service parce que j'y ai pensé, alors mon prospect va dire, mais ça, c'est une condition pour laquelle je passerai un contrat parce que, un, je vais avoir de la valeur ajoutée, et deux, les conditions que vous me proposez me permettent moi aussi de passer au travers de la crise. Donc, là encore, je dirais, il n'y a pas de règle, c'est de l'intuition commerciale. Mais mon message, c'est y avoir pensé au préalable. Il ne faut pas se trouver face à un prospect qui va dire, est-ce que tu pourrais faire ça sans y avoir pensé? Il faut vraiment prendre du recul, puis se dire, comment je peux adapter aujourd'hui mon offre de service, des conditions qui sont associées à mon offre de service. Quand je dis service, j'entends produit aussi. Et être capable, du tac au tac dans une discussion, de placer l'alternative et d'attirer le prospect pour le convertir en client. Ça, c'est vraiment de la stratégie commerciale pure et dure, puis la capacité d'adaptation, la capacité de vous, comme entrepreneur ou comme vendeur, de s'adapter aux besoins d'un prospect, de le convaincre. Est-ce qu'il y a une autre question, Ruth? Parce que je trouve que c'est intéressant de répondre aux questions, j'aime ça. J'ai pas d'autres questions pour le moment, mais vraiment, je vois des commentaires intéressants. Des gens disent qu'ils trouvent ça très intéressant. Alors, merci beaucoup. Et je vous invite à poser des questions. Si toutefois on n'a pas la chance de répondre pendant cette heure-là, on va se faire un plaisir de vous répondre par la suite. Alors, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est un sujet qui suscite énormément de belles questions pertinentes. Alors, merci beaucoup de nous partager ce petit moment, Francis. C'est très apprécié. Ben, puis moi, j'apprécie qu'on échange parce que je trouve que on est tous dans une situation, les visioconférences, on en fait beaucoup et je pense que c'est très intéressant qu'il y ait de l'humain et de l'échange. Donc, moi aussi, j'apprécie énormément toutes les questions qui seront posées, même si on n'a pas toujours toutes les réponses, mais c'est vraiment très agréable. Alors, en fait, je termine sur la communication. J'ai fait un petit lien en bas, là, je parlais de e-commerce. Je vais en dire deux mots, Ruth, parce qu'il nous reste un bon 5 minutes avant les questions finales, je pense. Parce qu'on en parle de partout et forcément le commerce électronique est une façon de commercialiser donc peut-être si vous le permettez, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, autant ceux qui se sont déjà lancés en e-commerce que ceux qui aimeraient se lancer. Ce qui est important de dire, c'est qu'on entend partout: «Il faut aller, il faut se lancer, il faut faire du e-commerce». Moi, je dis toujours: «Faut être aussi un petit peu prudent». Oui, la crise est un moment important pour y réfléchir et éventuellement se lancer dans l'e-commerce, mais je vais vous donner 4 éléments importants au départ. D'abord, il faut avoir une stratégie. Tout le monde ne peut pas faire du e-commerce. On ne peut pas proposer tous nos produits en e-commerce non plus. Je vais vous donner un exemple relativement clair que j'ai vécu avec un de nos clients InnoCentre. C'est une entreprise, en fait, Twist Production, qui fait ce qu'on appelle des pots lumineux pour décorer les jardins. Vous savez, des fauteuils Adirondack pour se relaxer un peu. Là, le soleil commence à arriver, donc des chaises volumineuses. Ce genre de produit-là, en e-commerce, c'est volumineux. Le coût d'expédition est très élevé. Donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est de dire, est-ce qu'on vend tous les produits? Et finalement, dans les réflexions stratégiques, on se dit, mais c'est peut-être en fait les pièces de rechange qui se vendront le mieux en stratégie de commerce électronique. Donc, vous voyez, il faut vraiment regarder son entreprise, son type de clientèle et savoir en fait comment on va développer une stratégie de commerce électronique. Le deuxième volet, ce sont les politiques. Avant de se lancer, c'est très important, on revient aux conditions qu'on évoquait précédemment, mais les délais de livraison, les frais d'expédition, la politique de retour. Est-ce que vous allez faire un service à la clientèle 7 sur 7, 24 sur 24, selon que vous êtes à l'international? Là, il va falloir se les poser avant de se lancer. La plateforme aussi. Tout le monde parle d'un certain nombre de plateformes. Il y en a qui sont développées ici au Québec. Il y a des plateformes canadiennes, il y a des plateformes américaines. Toutes ne répondent pas à vos besoins. Ça va être important de définir, selon, là encore, votre type de stratégie, quelle est la bonne plateforme qui va s'adapter à vos besoins. J'ai juste donné un exemple très concret, mais je connaissais des entreprises qui m'ont dit, ah ben formidable, on a une plateforme américaine, mais par contre, l'assistance technique, elle est en anglais. Tout le monde n'a pas la capacité à se faire supporter en anglais sur des aspects techniques. Donc peut-être qu'en passant par une plateforme québécoise ou canadienne, on aura la chance d'avoir une assistance dans les deux langues, ce qui est quand même plutôt favorable. Et puis le quatrième volet, il faut savoir que quand on fait du commerce en ligne, c'est pas parce qu'on est en ligne que les clients vont se ruer sur votre plateforme et acheter vos produits. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre de marketing web, de stratégie de marketing de contenu qui va nous permettre d'attirer les bonnes clientèles cibles en utilisant des outils comme les réseaux sociaux, l'infolettre,
de blog. Mais ça, ce sont des efforts, donc il faut savoir que vous êtes obligé de passer par toutes ces étapes-là pour vous lancer et faire du commerce en ligne. Alors, peut-être que ça me permettra de terminer. Je pense qu'il y aura des questions aussi sur le commerce en ligne, mais je voulais vous partager en fait 2 ressources que j'ai trouvées intéressantes qui, Ruth, je pense que dans tous les membres du réseau des femmes d'affaires, il y a certainement beaucoup aussi d'entreprises qui sont en commerce de détail. Il y a ce document que vous pourrez télécharger sur Internet qui a été fait par le CCD, un organisme québécois formidable. Vous avez juste à taper en fait sur votre browser Internet, lancer ces opérations au commerce électronique. C'est un guide qui est formidable pour ceux qui ne sont pas, je dirais, familiers avec le web notamment. Il va vous permettre, étape par étape, de structurer votre démarche et je dirais que de vous lancer au bon moment en étant prêt. Sur le web, il n'y a rien de pire que de se lancer quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas optimal, parce que malheureusement, les algorithmes web vont vous donner des résultats qui sont à l'inverse de ce qu'on peut espérer. Donc, préparez-vous bien, c'est important. Mieux vaut demain prêt qu'aujourd'hui tout croche, comme on dirait en bon québécois. Dernier outil sur le Conseil québécois du commerce de détail, c'est ce qu'on appelle le virage numérique. Donc, vous pouvez aller vous inscrire et obtenir un plan d'action gratuit pour vendre en ligne. Là, on revient sur du gratuit, je l'évoquais, mais c'était déjà gratuit avant la crise. C'est juste pour vous dire que on est conscient au Québec qu'on a un virage encore à prendre et qu'on est, je pense, en retard sur pas mal de pays, notamment en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, je pense que la crise est le moment le plus opportun pour bien réfléchir si votre entreprise peut fonctionner sur du commerce en ligne. Et donc, il y a de plus en plus de moyens qui se mettent en place. Essayez d'aller chercher le maximum d'aide, de vous préparer. Et je pense que si demain, vous ajoutez à votre commerce traditionnel la capacité de vendre en ligne, ben, je pense que vous serez prêt peut-être à aller dans le monde de demain, aller dans la commercialisation de demain, et peut-être à pérenniser non seulement votre entreprise, mais je pense aussi la faire grandir après la crise, parce que je pense que c'est le plus important. Je voulais juste terminer. Oh. Tiens, il s'est passé quelque chose de bizarre. Un petit instant. Mon PowerPoint qui se met à jour, je ne sais pas pourquoi. On va laisser l'Internet terminer. Ben, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais juste terminer par une conclusion avant qu'on passe aux questions. Moi, j'ai le sentiment. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, parfait. Moi, j'ai le sentiment, j'ai trouvé cette image-là que j'ai trouvée magnifique. Puis la phrase qu'il associe, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Moi, je pense qu'on n'est pas dans la nuit, puisque 75% d'entre vous sont déjà dans la phase d'acceptation, puis on est en train de ressortir par le haut. Par contre, je pense que justement, dans la nuit, on réfléchit à ce qu'est la lumière, on est résilient, parce que je pense qu'on doit tous être, la société va être résiliente, mais nous, comme entrepreneurs, on doit tous être résilients. Je pense que tous ensemble, cette résilience économique va nous permettre de rebondir. Moi, j'en suis convaincu. Et j'ai envie de dire, partagez vos bons coups, partagez dans les réseaux comme le réseau des femmes d'affaires, parce qu'on a tous fait des bons coups. Et je pense que c'est important que, moi, comme je le fais avec vous, mais on soit plusieurs à partager ça. Parce qu'on doit s'en sortir régionalement, on doit s'en sortir au niveau provincial, au niveau du Québec, on doit se serrer la main. Et je pense que cette capacité à rebondir va nous faire rebondir comme société globalement. Et je pense que moi, c'est le message que j'ai envie de passer. Oui, ça va être dur, ce sera encore dur demain, mais tous ensemble, on ira plus loin. Alors, Ruth, on peut passer aux questions. S'il y a encore des questions, j'apprécierais. Est-ce que c'était la fin? Moi, j'ai terminé ma présentation, puis je pense qu'on peut échanger. Ce serait un bon moment. Et il y a beaucoup de questions d'ailleurs. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors, les gens disent très intéressant. Et une question d'Isabelle qui dit: quel moyen de communication privilégiez-vous pour contacter nos prospects en B2B? Ça a coupé. Puisqu'ils sont très occupés en situation de crise. Appel téléphonique ou courriel? Ruth, je suis désolé, ça a coupé pendant ta question. C'était une question qui venait d'Isabelle qui dit que c'était très intéressant premièrement et qui demande quel moyen de communication vous privilégiez pour communiquer avec les prospects. On les appelle ou on communique avec eux par courriel? Moi, je suis pro-téléphone. Alors, on peut faire du courriel, bien évidemment. Tous les moyens sont bons, je pense. Mais je vais expliquer pourquoi je suis pro-téléphone. C'est parce que je pense que depuis le départ, on est tous, et moi compris, émotionnellement marqués par la situation. Et un courriel, il n'y a pas d'émotion. Un courriel, c'est court, c'est normal,
Mais moi, je pense qu'actuellement, un client qui va vous livrer la situation qu'il vit, il va plus le faire par téléphone, surtout si on a confiance et qu'on se connaît bien. Moi, j'ai envie de dire, oui, décrochez votre téléphone. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est un acte peut être contrissant de se dire, je vais appeler, et vous allez voir que la plupart de vos clients vont être heureux que vous les appeliez. Parfois, ils n'auront pas le temps de vous prendre, ils vont dire, rappelle-moi un peu plus tard, mais on a tous envie que quelqu'un se préoccupe de nous, puis on a tous envie de trouver des solutions. Oui, le téléphone, bien sûr confirmé par des courriels ou solliciter une rencontre téléphonique par un courriel. Appelons-nous. Moi, je fais ça personnellement. J'envoie c'est juste un petit coucou d'une ligne. Là, j'aurais le goût de te parler 2 minutes. Quand est-ce que tu aurais le temps? Là? Alors, je trouve que c'est plus efficace que d'appeler parce que je trouve que beaucoup de gens ne répondent pas au téléphone, point. Là. Alors, moi, c'est ma tactique à moi. Mmh. J'ai Joanne Goyer qui dit, moi, je suis agente manufacturière. Je représente des manufacturiers auprès des détaillants spécialisés dans la plomberie haut de gamme. Les détaillants sont en mode pas de visite de représentants. Les manufacturiers essayent de trouver des moyens de faire repartir les ventes. Qu'est-ce que je dois faire pour être celle que les détaillants appelleront quand ils vont réouvrir? C'est une bonne question. Une bonne question, puis je pense que, indépendamment du secteur de la plomberie ou dans d'autres secteurs, en fait, tout le monde se pose la question de comment les détaillants vont passer. Je crois que c'est ça qui est en fait la vraie question de la plupart des gens. On sait très bien, on ne va pas se le cacher, il va y avoir des faillites. Puis on sait aussi, d'ailleurs, je parlais de commerce électronique, mais il faut aussi savoir s'il y a des détaillants qui sont actuellement dans le webinaire. Je sais très bien que ça nous fait mal aussi le commerce électronique parce qu'on sait qu'il y a des détaillants connus d'ailleurs au Québec qui sont en difficulté. Moi, je n'ai pas de solution a priori, mais là encore, je pense que je reviens toujours à la même chose. Nos détaillants font face à des difficultés, on doit les entendre, on doit les écouter, on doit savoir quelle stratégie on peut mettre en œuvre avec eux. Un exemple, il y a peut-être des produits qui seront plus en demande que d'autres demain. Il faut peut-être qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire avec nos détaillants, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, comment on peut adapter nos livraisons, nos volumes, nos conditions de vente aussi d'ailleurs pour leur permettre de passer le cap. Là encore, moi je pense qu'il n'y a pas de solution unique, c'est un appel aux détaillants, puis voir c'est quoi votre réalité, qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que nos fournisseurs peuvent faire pour vous. Et je crois que c'est là encore ensemble qu'on trouvera des solutions parce que oui, c'est difficile, on ne va pas se le cacher. Il y a encore d'ailleurs des portes de détaillants qui sont fermées aujourd'hui et ces gens-là ne font plus de ventes. Leurs ventes sont passées à zéro. Donc je pense que, je ne suis pas sûr, j'espère que j'ai bien répondu à la question, mais là encore, rappelez-les, même s'ils sont en situation difficile, peut-être que vous leur trouverez des solutions. Mm-hmm. Et la phrase « Comment je peux vous aider » là, est toujours magique et est toujours opportune. Hein? Toujours, toujours, toujours. Et moi, je dis souvent, vous savez, pourquoi je parlais de téléphone précédemment, la simple phrase « Comment ça va ?» Comment vous vivez le moment? Et vous allez vous apercevoir que même dans une relation de client-fournisseur, les gens ont envie de se parler un peu plus humainement. J'espère qu'on va gagner ça dans la crise actuellement. On va remettre l'humain au cœur du commerce. Et à un moment donné, cette petite question-là, comment je peux vous aider, va certainement déclencher des choses que dans une situation normale, on n'aurait pas eu. On va nous livrer des choses qu'on ne dirait pas normalement. Peut-être que moi, je n'aurais pas fait mon webinaire de la même façon, un webinaire hors crise sur les stratégies de commercialisation. Donc oui, il faut le faire. Et il y en a ici, j'ai une qui dit, excusez-moi, je ne veux jamais couper, mais avec le délai qu'il y a entre les deux, on ne sait jamais quand est-ce qu'on coupe quelqu'un. Alors, il y en a ici, j'ai une qui dit, merci beaucoup, M. Bélim, ça fait du bien d'avoir une certaine marche à suivre, car ces temps-ci, on ne sait plus par où commencer. Et ça m'amène un commentaire que j'ai eu personnellement qui me dit « Mes ventes ont chuté de 95 %, j'ai dû mettre à peu près tout le monde à pied. J'ai 2 bras, 2 jambes, mais ils sont très fatigués. Alors honnêtement, je ne sais plus quoi faire ni par où commencer. Je me sens dépassée. » Oui, alors ça, Et c'est une c'était un réponse. commerce de détail. Ouais, je le sais. J'entends tellement ce message-là partout que j'ai envie de dire, moi aussi, ça me crée de l'émotion d'entendre ça parce que je sais que c'est compliqué. Mais je vais donner un exemple, je ne sais pas, j'espère que ça donnera peut-être des idées, mais que je vais emprunter aux coiffeuses. Vous allez trouver ça particulier, mais
en fait, on s'aperçoit que les salons de coiffure vont rouvrir parce qu'on a tous plus ou moins des cheveux longs, on a tous besoin d'aller se rafraîchir un peu, on a tous besoin, je l'entendais dire il n'y a pas très longtemps, de faire en sorte que nos petites fleurs soient rafraîchies. Mais j'ai vu des cas de coiffeuses qui étaient en situation vraiment difficile aussi, mais qui ont communiqué, puis qui avec leurs clients leur ont dit tiens, voilà comment je peux faire, qui donnaient des petits conseils en essayant d'attendre que, ben, après la crise, elles puissent rebondir. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai vu des élans de solidarité aussi. Parce que je voyais sur les messages que ce que disaient les clientes et les clients, c'est de dire, regarde, on a besoin de toi, on va faire quelque chose. Et peut-être que ces gens-là, et il y en a qui l'ont fait, il y a des coiffeuses qui livrent des produits. Donc, en fait, le salon de coiffure est fermé. Et en fait, les clients qui ont de l'empathie pour leur coiffeuse ou leur coiffeur et qui veulent les conserver, ils vont acheter des produits. Puis, en achetant ces produits-là, peut-être que ça donne une capacité à court terme d'avoir un petit peu de trésorerie. C'est le cap difficile. Cet exemple-là peut peut-être s'appliquer dans plein de types de commerces, mais il y a des moyens, il y a des restaurants qui livrent, il y a même des restaurants qui ont fait des accords avec des compagnies de taxis parce que leurs restaurants sont fermés, font de la livraison. Ben, les taxis qui n'ont plus personne à transporter font de la livraison de pizza, par exemple. Je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose pour essayer d'amortir. On ne va pas retrouver nos ventes à 100%, mais on va pouvoir peut-être amortir la crise. Mm. Et je pense que votre petit bloc sur le commerçant en ligne a suscité de l'intérêt. Moi, je voudrais dire que nous, on est des grands collaborateurs avec le Conseil québécois du commerce de détail et vous allez certainement retrouver dans notre section portail entraide là, le lien pour vous conduire directement au Conseil québécois du commerce de détail qu'on appelle le CQCD. Et il y a Dominique qui demande, est-ce qu'il y a des subventions disponibles pour la mise en place du e-commerce quand nous voulons commencer? Oui, je pense que tout ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique ou le virage numérique est pris en compte par des dispositifs du gouvernement. Je pense que le ministère de l'économie et de l'innovation, le MEI, a des fonds qui sont disponibles pour ceux qui veulent faire une transformation numérique. Donc, je pense que oui, plus que jamais, c'est vraiment le moment. Et peut-être que je pars la route parce qu'on n'est que le réseau des femmes d'affaires, mais je crois qu'il y a tout un tas de dispositifs qui se sont faits donc, au niveau provincial, peut-être même au Oui. niveau d'ailleurs canadien. Mais on pourrait partager cette information-là parce que oui, c'est peut-être le bon moment de faire ce virage avec des aides financières qui permettent de le faire. Et Ruth, peut-être que tu as certainement de l'information aussi sur le… Oui, on a de l'information et c'est des questions. On a un blog qui est commentaire là, dans notre blog Entraide. Là, alors, vous pouvez aller poser des questions. Soyez bien à l'aise. On va vous envoyer des pistes de réponses intéressantes. Alors, il est maintenant 11h58. Alors, c'était la dernière question, mais il y a encore beaucoup de questions. Alors, si toutefois vous avez le goût de répondre ultérieurement, on peut vous faire parvenir des questions. Vous pourrez peut-être envoyer des petites réponses succinctes à nos participants. Est-ce que ça vous va? Oui, puis je fais une suggestion en route parce que je vois tous les commentaires maintenant, que j'ai départagé mon support. Moi, j'apprécie les questions, puis je vois des idées qui circulent. Peut-être que ce qu'on pourrait suggérer, c'est que tous les participants qui ont eu des idées ou des bons coups, peut-être vous les envoient au réseau, parce qu'on pourrait peut-être mutualiser ça dans un document très simple, mais où chacun pourrait s'inspirer des idées des autres. Je reviens à la même idée, c'est une approche collective et puis on a tous envie de Ouais. s'entraider, donc c'est peut-être une belle occasion. C'est déjà fait, hein, le bloc commentaire est là, alors les gens peuvent aller et ne pensez pas qu'on ne le regarde pas. Il y a quelqu'un qui est attitré qui le regarde. Alors, les questions que vous avez à poser, il y a quelqu'un qui répond. Ça ne va pas dans un endroit qui s'appelle néant, là. Alors, c'est un humain qui est de l'autre côté de la machine et qui vous répond. Alors, Francis, merci beaucoup. C'était Merci. vraiment intéressant. Moi, quand je trouvais que vous ne pouvez pas porter 100% de l'attention parce que je guettais tous les écrans en même temps, mais c'est ce que je vais faire ce soir, c'est de le réécouter parce que pour ceux qui sont arrivés, j'en voyais tantôt qui marquait qui est arrivé à la dernière minute. Alors, soyez très à l'aise et vous allez le retrouver directement sur notre site dans quelques minutes. Ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas à le partager. C'est très intéressant et je trouve que ça a été d'une pertinence incroyable. Beaucoup ont demandé si la présentation allait être disponible. Non seulement elle est disponible en ligne, mais quelqu'un m'a
confirmé tout à l'heure qu'elle était disponible papier. Est-ce que c'est tout savoir? Alors, merci énormément. Et pour vous, chers participants, on vous donne rendez-vous jeudi de cette semaine avec notre prochain Facebook en direct. Et Francis a suscité quand même des éléments de règlement de solution, mais on a aussi encore des soucis de stress. Alors, jeudi, on parlera de stress avec Cléo Caron, qui est présidente fondatrice de 02 Coaching, avec Danielle Dano, qui est présidente de Cardio Plein Air, et Jessica Arnois, qui est sommelière et présidente CEO de Jessica Arnois. Alors, on vous attend jeudi à 10h sur Facebook en direct. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir encore une fois. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Anouk Innocente d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé ce contenu qui est extrêmement intéressant et pertinent. Alors, au revoir et à la prochaine. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Au revoir.